deuxième journée organisée par Financial Afrique. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un thème spécifique, celui de l'investissement en Mauritanie. Et nous avons l'honneur d'accueillir un certain nombre d'intervenants de qualité. M. Mohamed Mohamedou, qui est homme d'affaires mauritanien, qui est le keynote speaker, qui se traduit en français par le conférencier d'honneur, et donc il va parler du secteur privé et de l'émergence en Mauritanie. Nous aurons le président de l'IPM qui sera représenté par son vice-président, M. Diouli Zain, qui est là, et qui va parler du rôle du secteur privé dans le développement économique et social de la Mauritanie. Nous aurons également Madame Aïssa Talam, directrice générale de l'Agence de promotion de l'investissement en Mauritanie, qui parlera du climat des affaires et des opportunités d'investissement en Mauritanie. Et enfin, nous aurons Monsieur Bertrand Fournier-Mondier, directeur d'investissement de Meridian, qui parlera des enjeux économiques du projet Arise en Mauritanie et au niveau de la sous-région. Donc, je vais donc, sans plus tarder, donner la parole à Monsieur le keynote speaker, M. Mohamed Mohamedou, qui nous plus à présenter en Mauritanie, et qui parlera donc du secteur privé et de l'émergence au niveau du pays. Pour, voilà, juste lancer votre inspiration, comment est-ce que vous avez commencé le business? Qu'est-ce que vous a attiré dans ce monde de business? Oui, il faut me demander comment j'ai terminé. J'ai terminé en exilé pendant 10 ans. Oui, parce qu'il faut bien expliquer les deux situations. Commencer, c'est autre chose. Comment on a terminé, c'est ça. On ne peut pas parler de l'environnement de l'investissement ou des affaires ou de l'ensemble des choses ici, sans parler de la décennie que nous voulons de vivre et parler de l'espoir que nous avons pour la décennie que nous commençons. Et si la nouvelle décennie ne donnait pas confiance et si elle n'était pas une décennie de sérénité, de quiétude, je ne serais pas là. Je n'aurais pas été là. Vous ne m'aurez pas trouvé ici. J'aurais été encore en exil. La décennie qui a amené certains investisseurs en Mauritanie, ce sont des investissements qui ont été faits à travers un gang et un clan. Un gang, je dis bien. La décennie que nous venons de terminer, laquelle nous avons vécu, cette dernière décennie, pendant laquelle j'étais exilé, il y a d'autres qui étaient exilés, mais localement, ici, ils étaient exilés. Parce qu'on peut être exilé dans son pays, ce qui est arrivé. Il faut bien expliquer la différence des deux époques. L'ancienne décennie, je la caractérise de cette manière, peut-être que certains n'ont pas le même avis parce qu'ils ont tiré plus de faveurs, plus de passe-droit, pendant cette décennie. C'est une décennie de plomb pour les affaires, pour l'investissement, pour les hommes d'affaires. C'était la persécution totale, complète. Je fus l'objet de cela. Ça a été une décennie d'un gang de vautours, d'arapaces qui se sont mis sur tout ce qui bouge ici. Ils ont pris toutes les affaires. Personne, aucun investisseur ici, privé ou public, étranger ou national, ne peut me dire aujourd'hui que pendant la décennie passée, il a pu faire des affaires sans être obligé de faire des courbettes pour le chef de ce gang qui a présidé ce pays pendant une décennie. Et ils ont tout pillé. Ils ont tout laissé. Je suis là parce qu'il y a une certaine sérénité, il y a une certaine quiétude. Et nous voulons convaincre et expliquer aux investisseurs nationaux
et aux invités qui peut-être nous écoutent, comme a dit la dame, nous écouter plus tard que la Mauritanie a changé. Cette décennie nouvelle est une décennie d'espoir. Et les gens vont avoir dans la tête comment on peut venir en Mauritanie investir alors que telle et telle chose passe. Je vous donne un exemple. Pizorno est spécialiste du nettoyage des villes qui nettoie Marrakech. Était en Mauritanie pendant un certain nombre d'années. Elle faisait tout le travail de nettoyage de Nouakchott pour 4 milliards d'ouguiya. On lui a fait des redressements fiscaux, des bâtons dans les roues, des complications. Elle n'a pas été payée. Des lourdeurs, et je ne sais pas combien de fois son problème a été posé. Mais on lui a enlevé le métier parce qu'il estime que dans l'affaire de poubelle, il y a toujours beaucoup d'argent à gagner, même si c'est la poubelle. Aujourd'hui, la poubelle coûte à la Mauritanie ou à la ville de Nouakchott 10 fois plus que ce qui a été payé à Pizorno. Et Pizorno était un bon exemple. La ville était bien nettoyée. Pizorno, pourquoi je la connais? Parce que je l'ai vu nettoyer Marrakech, où j'ai habité. Et parce que les gens qui m'ont dit ici que la ville était pauvre. Vous voyez ce qui s'est passé plus tard. Elle a formé beaucoup de cadres, beaucoup de gens, beaucoup de choses, et ça, c'était un exemple compliqué. Nous sommes le seul pays au monde où même je pense que pendant cette décennie, nous sommes seuls, un président se met devant la télévision et dit « Je suis pauvre, je suis le président des pauvres, j'ai rien. » Andi Hafara, j'ai tout simplement une perforeuse pour faire des puits de l'eau aux pauvres, aux citoyens. Je ne voulais pas en parler. Et 10 ans après, il me dit « Ah non, je suis un milliardaire. Je suis très riche et ma richesse va continuer. » Et la seule fonction qu'il a fait entre les deux moments, c'est président de la République, chef d'un gang, de personnes. On a enlevé aux affaires à tous les gens, toutes les personnes. Il y a la moitié ou les 3/4 des hommes d'affaires ici qui ont été pillés. Leurs affaires ont été enlevées. Ils utilisaient les redressements fiscaux. Ils utilisaient le harcèlement des armateurs, le harcèlement des entrepreneurs. Je ne sais pas à combien de gens on leur a enlevé leur activité économique dans les travaux publics. Mais vous pouvez me citer, parce que tout en Mauritanie, c'est un pays, 4 millions. C'est facile de gérer 4 millions. C'est une partie d'une ville. Et ces 4 millions dans la Mauritanie, pendant cette décennie, pas de solution pour l'école, 8% de risque au bac, toujours. Pas de solution pour la santé, pas de solution pour l'éducation, tout le monde s'exile ou voyage pour soigner un petit problème. 4 millions. 4 millions, c'est peut-être la moitié de Casablanca, peut-être que c'est un quart ou le 5e de Paris. C'est toute la Mauritanie, c'est un quartier de ville. Mais j'insiste sur la décennie passée pour vous montrer seulement la différence avec l'espoir que nous avons pour la décennie que nous avons commencé depuis l'élection du président Ahmed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui nous a donné une certaine sérénité et une certaine quiétude. Parce que si je n'explique pas la différence entre les deux, on ne va pas comprendre tout à fait mes propos. On peut le faire. L'exil, ça donne une certaine expérience. Mais il y a ceux qui ont été exilés ici. Vous prenez les gens qui ont eu l'activité économique pendant les 10 ans, c'est toujours l'entourage immédiat du système qui était au pouvoir dictatorial.
ensemble, ce gang de vautours qui ont pillé ce pays-là. Ils n'ont rien laissé. Ils ont même voulu prendre l'exclusivité des petits poussins. Des petits poussins. Il n'y a pas un lopin de terre, de terrain ou de choses qui n'ont pas été pris ou enlevées. Et toute la composition de ce gang, ils étaient pas riches en 2008 et à la fin, en 2019, ils sont devenus les plus riches du pays, comme le président, parce qu'il a dit qu'il est le plus riche. Il a des milliards après avoir dit qu'il n'a rien en 2008. Sur le plan de l'économie, je vais vous prendre des chiffres. Comme j'ai un ancien gouverneur de la Banque centrale à côté de moi, va comprendre. Le 6 août 2008, le coup d'État sur Sidi Cheikh Abdallah, le dollar valait 226. Notez bien, s'il vous plaît. L'euro, 354. Le dollar, 226 ouïa. L'euro, 354. Le 1er août 2019, le jour du départ du chef du gang, le dollar 369, calculer la dévaluation, le glissement de la monnaie, l'euro 407. Je suis certain que pendant ces décennies, peut-être même avant la fin du premier mandat du président actuel, je pense que nous reviendrons, je l'espère, pour le pouvoir d'achat, pour la justice économique, pour la bonne gestion. J'espère que nous reviendrons à 226 le dollar et à 354 le billet. Si on ne le fait pas, si on n'y arrive pas, nous aurons peut-être, si on devons faire autre chose, pour mieux gérer cela. Mais je suis certain que nous y arriverons. Je voudrais, vous avez certainement entendu parler il y a deux semaines ou trois, dans tous les médias européens, anglais, français, belges, RFI, Mediapart, TV5, France 24, je sais pas, vous avez entendu parler de Congo Hold Up, lancé par une ONG qui s'appelle PLAP, composée d'Africains. Ils ont mis à l'échelle internationale, je pense qu'ils ont été aussi aidés par Witness, Global Witness, tout le pillage qui a été fait par Kabila et le clan Kabila. Ça sort tous les jours. Tous les jours, ça sort. Vous pouvez regarder. Ça va arriver ici. Sur la décennie de la bande, du gang, je suis sûr que les Mauritaniens feront peut-être Mauritanie hold up pendant la décennie du président des pauvres. Ça sortira. Je suis certain. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de la situation en Mauritanie sans parler du PIB et des pays qui nous entourent. La Mauritanie, 7 milliards. 2018 ou 2017, elle était à 5. Nous avons l'océan Atlantique, les eaux les plus poissonneuses du monde. Nous avons le fleuve Sénégal. Nous avons 4 millions d'habitants, nous avons des mines, nous avons l'or, nous avons la Chine qui existe depuis des années.
Et avoir le fleuve Sénégal, de l'eau, 600 km avec une bonne entente avec le Sénégal qui est le premier opérateur dans l'eau. Heureusement que le pont a eu lieu. Nous avons de l'eau. Le fleuve Sénégal, comme les Égyptiens disent que le Nil est un don de Dieu, nous, moi j'estime que le fleuve Sénégal est un don de Dieu. Nous avons de l'eau, des terres, des bouches à nourrir, nous avons du soleil, les bras pour travailler. Et nous importons des légumes. C'est une honte. On importe des oignons, des tomates, des salades. Je suis certain, et je le souhaite profondément, qu'à la fin du premier mandat du président actuel, nous n'aurons plus à importer des légumes. Et je pense que c'est facile à faire. Nous avons les Sénégalais qui connaissent très bien l'agriculture. Nous avons les Marocains, qui sont les premiers exportateurs de tout ce qui est légumes agricoles pour l'Union européenne. Ce sont des pays voisins. Nous pouvons, avec eux, entamer quelque chose rapidement, parce qu'aujourd'hui, il y a une quiétude, il y a une sérénité, il y a un bon esprit d'accueil pour les investisseurs, pour que nous ne soyons pas obligés d'importer des légumes. Le Ramadan de 2020, quand la route était barrée, avec le Maroc, il n'y avait plus de légumes à Nouakchott. Après depuis un demi-siècle d'indépendance, on importe encore des carottes. Ça, c'est irresponsable. C'est même indigne. Et j'espère que dans cette décennie, nous l'aurons plus. Je fais appel aux investisseurs du Maroc, du Sénégal, à la main-d'œuvre, au savoir-faire et aux investisseurs mauritaniens, ensemble, de lever ce défi. Et pourtant, il est simple. La Mauritanie consomme 150 000 tonnes de riz. Nous devons y arriver simplement avant la fin de ce mandat, j'espère. Et ce que je souhaite avant la fin de cette décennie, du deuxième mandat du président Ghazouani, je souhaite que nous soyons plus importateurs d'aucun produit alimentaire. Je suis confiant. Je pense que ce sera comme ça. Ça, ce sont des objectifs auxquels nous devons nous orienter. Et c'est concret. C'est quelque chose, c'est pas des slogans. Aujourd'hui, quand vous posez la question à n'importe quel Mauritanien, ici ou étranger, de nos frères sénégalais ou des autres pays limitrophes, même des étrangers européens, ils sentent une certaine quiétude, une certaine sérénité. Le capital est frileux. Il ne peut pas s'investir dans un pays où il ne sent pas la sécurité. La monnaie, comme j'ai commencé à le dire, c'est le premier indicateur. On ne peut pas avoir la cime, avoir la pêche, avoir tant de choses et avoir une monnaie qui glisse. Surtout que nous ne sommes pas des grands consommateurs de luxe. Et il n'y a pas d'investissement important. Je prends un exemple pour la pêche, parce qu'il faut toujours, il ne faut pas inventer la roue, on n'a pas besoin d'inventer la roue. On prend l'exemple des pays qui ont réussi et des pays qui ont échoué. Les pays qui, pour moi, et qui sont un mauvais exemple d'échec et de pillage, c'est le Congo démocratique, de Kabila. Et il y a tous les scandales qui sortent aujourd'hui. C'est le pays le plus riche au monde, dont les citoyens sont les plus pauvres. 50 millions, 50 milliards de PIB, malheureusement. La petite Belgique qui n'a rien, elle est à 500 milliards. Mon pays que j'aime tant, même si je suis allé à l'exil,
Il y a toujours la patrie. Il est à 7 milliards, il était à 5 milliards en 2017. Les îles Canaries qui sont en face, là, ils sont à 49 milliards PIB. Ils n'ont pas de SNIM, ils n'ont pas d'océan Atlantique pour le poisson, ils n'ont pas d'eau. Tous, ils font des dessalements. Et pourtant, les îles Canaries, c'est 50 milliards. Écoutez, il y a un problème quelque part. Ils n'ont pas de fleuve. Le poisson vient d'ici. Le Maroc. Nous avons les mêmes eaux. Ils font 1,5 milliard de dollars d'exportation de poissons pour la pêche. Ils ont 300 000 emplois. Si on avait 300 000 emplois, ils ne vont pas se plaindre du chômage. Il n'y aura personne pour travailler. Il y aura suffisamment de gens. 300 000 emplois de secteur de la pêche. Ici, en Mauritanie, on n'a pas 30 000 et on n'a jamais dépassé 500 millions. La SNIL, de 2010 à 2014, elle a produit 7 milliards grâce aux performances. Grâce à l'augmentation du prix du minerai. Où sont ces 7 milliards? Normalement, elle aurait dû faire 2. Au prix moyen de 70. Et 2 milliards étaient suffisants pour payer les plus grands postes de charge qui sont les carburants, qui sont le pétrole essentiellement, qui font à peu près un tiers du prix de revient, c'est le personnel et un tiers dans les consommables. Il y a un détergent de la CIM qui est ici, un ancien. La CIM existe depuis 40 ans. Plus de 40 ans. Il est à 12 millions de tonnes. Chaque directeur général qui est venu a promis d'être à 40 millions de tonnes. Lui, il a promis, lui qui est là en face de vous. Tu as promis? Tu es parti sans faire les 13 millions. Celui qui est venu à ta place, il a promis 40 millions de tonnes. Et tu sais bien qu'ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, les entreprises de minerais de fer qui ont existé après la SNIM, et les aînés de 40 ans, ils sont à 150 millions de tonnes. Où est le problème? Le problème est chez nous. Où est le problème? Il est chez nous. Regardez un système archaïque. On ne veut rien changer, on ne veut rien dire, on ne veut rien parler, parce que ça peut ne pas plaire. Mais j'ai toujours 12 millions de tonnes. Et c'est un système archaïque. Les autres sociétés brésiliennes, toutes les autres sociétés du monde ont dépassé la cible 10 fois. Parce que vous avez refusé de vous ouvrir aux actionnaires étrangers utiles. Vous avez pris des actionnaires financiers qui ne sont pas des professionnels, peut-être, ne serait-ce des passifs, et vous ne vous êtes pas associé à des professionnels des mines. Et vous aviez voulu à un certain moment la mettre à la bourse, parce que la bourse demande une grande transparence, et puis vous avez reculé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être transparent avec la CIM. C'est un problème. Tant que la CIM ne fait pas autant que ses concurrents, tant que la pêche, on ne fait pas au moins ce que font les Marocains, et on ne doit pas avoir honte, on doit s'inspirer de ce qu'ils ont fait. On doit les appeler et nous en inspirer. Tant que vous avez la SMCP, qui est un monopole et un goulot d'étranglement qui prend 10% de tout ce qui bouge, la pêche ne va pas se développer. Si on avait 1,5 milliard, comme la SNIM, on n'aurait pas un problème de balance de paiement, mais un problème de la monnaie. « 600 km de fleuve avec de l'eau douce et de population pour travailler. On n'a pas à importer des produits de première nécessité. C'est archaïque. Mais on invite les gens, étrangers, sénégalais, marocains, ceux qui sont dans la culture, de venir et de transformer la Mauritanie. Et je pense
Et c'est ce qu'on demande au gouvernement actuel s'il est représenté par quelqu'un ici. C'est tout. Je pense que le président Mohamed a dit des idées pertinentes par rapport à la situation du pays, particulièrement pour le secteur de l'élevage. Comme vous le savez certainement, l'élevage chez nous est à 99% en élevage traditionnel de transhumant, qui a ses spécificités malgré son importance dans l'économie de la Mauritanie et la vie des citoyens, surtout dans l'espace rural. Je crois que l'une des principales difficultés, c'est que c'est un élevage qui n'est pas jusqu'à aujourd'hui bien organisé et que aussi il n'y a pas eu de possibilité d'accès au crédit sous des formes qui sont adaptées à notre situation. La deuxième forme d'élevage qui est pratiquée dans le reste du monde, qui est encore dans des débits très timides chez nous, c'est l'élevage intensif. Et malheureusement, il a encore le même problème. Il n'y a pas encore eu de que les deux formes d'élevage qui sont pratiquées en Mauritanie, on a encore ce problème d'organisation et d'accès au crédit et assurance. Mais je pense que le gouvernement est en train d'élaborer des programmes et politiques dans ce domaine et que compte tenu de l'espoir qu'a dit le président Mohamed, nous y arriverons, Inch'Allah, bien sûr de façon graduelle, parce qu'on vient de loin sur ce point, mais je crois qu'avec les programmes du gouvernement, on arrivera à améliorer la situation en améliorant la production du secteur de l'élevage et son organisation et son rôle dans l'économie nationale. Et je crois qu'il y a beaucoup de filières qui sont promettantes dans ce domaine. Nous avons la filière viande, la filière lait, les cuirs et peaux qui sont des filières qui peuvent apporter qui peuvent être améliorées et qui peuvent créer de la richesse et de l'emploi dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de votre intervention. Je remercie bien sûr le président Mohamed pour son intervention et pour l'historique qu'il a fait de l'évolution de la Mauritanie. Je retiens qu'il a posé un objectif stratégique et lancé un défi, celui de pouvoir assurer l'autosuffisance. Il a donc esquissé un objectif stratégique et lancé un défi de pouvoir assurer l'autosuffisance alimentaire dans les légumes avant la fin du mandat du président Mohamed Bouchar Azbari. Je crois qu'il a proposé que la conjugaison des efforts des investisseurs privés nationaux, de l'État et des investisseurs privés étrangers
et dans la collaboration avec les pays qui ont une expérience édifiante dans ce domaine, puisse être mise en œuvre pour assurer cet objectif. Donc, il est évident que cette idée mérite d'être retenue et je les remercie bien sûr pour cette suggestion. Donc, je voudrais sans tarder passer la parole au second intervenant qui devait être le président de l'UNIPM, Zain Abdine Ahmed, qui s'est fait représenter par son vice-président, M. Dib Ahmed Zain, auquel je donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Gouverneur. Je remercie les affaires économiques et financières d'Afrique pour avoir organisé cette 4e édition à Nouakchott. Bon, alors moi on m'a informé hier, donc je n'ai pas eu le temps de préparer cette intervention. Mais je vais essayer donc d'être bref. Alors, le rôle du secteur privé dans le développement économique de la Mauritanie. Comme vous le savez, le secteur privé est le moteur de la croissance et le créateur d'emplois décents de masse. Effectivement, aujourd'hui, il fait ce qu'il peut, compte tenu d'un environnement qui peut être amélioré. Et donc, pour l'améliorer, pour que le secteur privé puisse remplir pleinement son rôle, il faudrait d'abord qu'il y ait des entreprises performantes. Les entreprises performantes nécessitent d'avoir des ressources humaines qualifiées. Ce qui, aujourd'hui, compte tenu du système éducatif qui, depuis des années, s'est un peu détérioré, aujourd'hui, les entreprises ont du mal à avoir des ressources humaines compétentes et adaptées aux besoins de l'économie. Il y a aussi la question liée à l'accès au financement. Aujourd'hui, nos entreprises ont du mal à accéder au financement. Il faut dire aussi à la décharge des banques que ces mêmes entreprises n'arrivent pas à donner aux banques une information économique fiable. Et on revient toujours à la question des ressources humaines. La plupart des dirigeants de petites et moyennes entreprises n'ont pas le niveau nécessaire pour produire des états financiers fiables, ce qui permet aux banques d'apprécier le risque d'une manière claire. Il y a aussi la faiblesse des ressources financières dans le système bancaire. Nous sommes un pays où il n'y a pas beaucoup d'épargne. Et donc les ressources financières stables dans le système bancaire sont à un niveau très très faible. Ce qui donne aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement élevés pour nos PME et qui constituent un frein. Nous pensons qu'il serait utile en la circonstance qu'il y ait, à l'instar de ce qui se passe au Sénégal et au Maroc par exemple, un système de garantie. Au Maroc, il y a la CCG, la Caisse centrale de... Et au Sénégal, il y a le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, qui permet de donner aux banques des garanties de confort afin de réduire les taux d'intérêt. Bien sûr, la Banque centrale peut aussi donner des lignes à condition que ces lignes soient destinées au financement, notamment de la petite industrie, qui permettra de créer des emplois de masse et au secteur privé d'accompagner la croissance de l'économie du pays. Il y a bien sûr d'autres défis liés aux infrastructures, notamment aux infrastructures dans le domaine numérique. Aujourd'hui, l'accès à Internet en Mauritanie, malgré les améliorations, reste toujours relativement faible. Il y a bien sûr les infrastructures dans la vision au sens large qui peuvent être améliorées. Mais nous avons tout à fait confiance au gouvernement actuel et aux autorités. Et nous savons que depuis leur arrivée, il y a un vent d'espoir, comme l'a dit le président Mohamed Bouhammatou. Et cet espoir est extrêmement important puisque le secteur privé a besoin d'avoir confiance afin d'investir et de participer pleinement au développement du pays. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, compte tenu du temps. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre éclairage. Donc, effectivement, je crois que votre intervention, certainement, c'est celle de Mme Maïssa Talam, puisque vous avez parlé des contraintes liées à l'investissement en Mauritanie.
Donc, il s'agit des problèmes des ressources humaines, des problèmes d'accès au financement, des problèmes des infrastructures, de l'ensemble des problèmes qui composent le climat des affaires au niveau du pays. Et donc, c'est le sujet que Mme Maïssa Talam, directrice générale de l'Agence de promotion de l'investissement en Mauritanie, va aborder. Donc, je lui demande de prendre la parole, Madame. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Un plaisir d'être ce matin avec vous. Bienvenue à tout le monde à Nouakchott. Merci pour vos mots, Monsieur le Président, qui sont toujours très inspirants et qui nous parlent beaucoup, surtout cette décennie de l'espoir. J'aime bien le terme. Donc, je me suis présentée tout à l'heure, donc je dirige l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie. Comme je le disais, c'est, je pense, la plus jeune agence du continent africain. Le président l'a créée en début d'année. Et on a commencé nos activités il y a environ 8 mois. Et pour vraiment reprendre les propos du président Bouamatou, on est l'interface des investisseurs qui viennent ou qui désirent investir au pays. Et les retours qu'on a eu en tout cas de ces premiers mois, c'était vraiment ça. Le côté rassuré, le côté apaisé, le côté un peu plus transparent, je l'espère en tout cas, dans la manière de faire, dans la manière de procéder, dans la manière d'accueillir. Et c'est là vraiment notre mandat et aussi notre ambition. À l'instar des autres agences de promotion d'investissement des pays de la sous-région et partout d'ailleurs dans le monde, le but de la PIM est vraiment d'être la porte d'entrée. Donc on dit toujours qu'on accompagne l'investisseur de A à Z. On accueille, on informe, on traite les dossiers, les demandes d'agrément, donc certificat d'investissement pour bénéficier des avantages du Code des investissements. Mais aussi, c'est par la PIM, à travers le guichet unique, que se font les créations d'entreprises, donc les PME, les établissements et les grandes entreprises. C'est là aussi justement où on matricule les sociétés étrangères et on traite les demandes d'agrément d'investisseurs étrangers. Donc j'insiste beaucoup sur ça parce que lorsqu'on parle d'investissement dans un pays, lorsqu'on parle de changer justement le narratif et la perspective, c'est très important justement le côté interlocuteur parce qu'on a longtemps entendu qu'il fallait connaître le cousin de un tel ou un parent de tel haut placé pour pouvoir accéder à certaines informations. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire, bah non, en fait, on n'a pas besoin de ça, on fait notre travail. Le but, c'est d'avoir un interlocuteur, en effet, et c'est ce que la PIM s'efforce de faire. En ce qui a trait au climat des affaires, ce qu'on dit souvent, c'est les retours en tout cas qu'on a des investisseurs qui sont déjà installés, parce que c'est vraiment la première chose qu'on a faite en arrivant. Avant de vouloir attirer, il faut d'abord s'assurer que ceux qui sont là sont bien traités, parce que c'est vraiment le thermomètre de l'investissement dans un pays. Je pense que tout investisseur qui désire s'installer dans un pays nouveau, comme vous disiez, le capital est frileux. C'est bien beau de venir nous voir. On va toujours évidemment défendre le fait d'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Mais la réalité du terrain est que l'investisseur potentiel va toujours aller parler à celui qui est déjà là. Que ce soit le Mauritanien qui investit, qui emploie, qui est sur le terrain depuis bien longtemps. Donc, toutes les questions relatives au climat des affaires, aux impôts, aux douanes lui sont posées. Donc, c'est à notre avantage que les Mauritaniens soient bien traités, au même titre que les investisseurs étrangers. Donc, pour vraiment pouvoir leverage sur l'investissement direct étranger, il faut d'abord se concentrer sur l'écosystème national et l'investissement national. Et c'est vraiment un message que j'aimerais passer parce qu'on a tendance à toujours penser que les agences de promotion d'investissement se focalisent sur les investisseurs étrangers, mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde notre portefeuille d'investissement aujourd'hui, avant même la création de la PIM, parce que la mission
de promotion d'investissement et d'investissement tout court était attribué au guichet unique des investissements qui était au ministère de l'économie. Dans le portefeuille de ce guichet unique qui existe depuis 2014, 9 sur 10 entreprises agréées au Code des investissements sont mauritaniennes. Et donc, j'aimerais vraiment préciser ça pour casser l'image du fait qu'on privilégie l'investissement direct étranger. Donc, c'est important pour nous, justement, ce climat des affaires apaisé, transparent, lisible, parce que la prévisibilité, c'est très important. On parle souvent de l'exagération des impôts, mais la prévisibilité des impôts, c'est primordial. Donc, pour nous, lorsqu'on parle de climat des affaires, c'est vraiment là où on veut mettre l'accent. Di, tu as parlé de la question des ressources humaines. C'est aussi un point très important. On travaille beaucoup avec le ministre Taleb, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, pour nous assurer justement que lorsque l'investisseur potentiel arrive, il est justement un database, une base de données de profils intéressants pour son secteur d'activité. Et pour nous, d'ailleurs, c'est inscrit dans le Code des investissements. On privilégie évidemment l'emploi national. Il y a un quota de 10% pour des cadres expatriés, mais on met vraiment l'accent sur l'emploi local, mais l'emploi aussi de qualité. Donc, au-delà du nombre d'emplois, il faut que ce soit emploi décent et emploi de qualité pour les Mauritaniens. Donc, en termes d'opportunités d'investissement, donc vous avez parlé des secteurs prioritaires. Donc, l'élevage en fait partie, évidemment, basé sur le programme du président. Les secteurs productifs sont essentiels. Pendant très longtemps, les investissements directs étrangers se sont concentrés sur les industries extractives. Et nous, dans notre stratégie, c'est vraiment mettre l'accent sur les secteurs productifs pour des questions, évidemment, d'opportunités, mais aussi de souveraineté alimentaire, pour des questions de dignité. Donc, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'élevage et de pêche, il y a la question de sécurité alimentaire qui prime avant tout. Et ce sont des secteurs qui sont très créateurs de richesse et aussi d'emplois. Donc, on met vraiment l'accent sur ces secteurs productifs-là. Et c'est pour ça qu'on travaille de concert avec vraiment tous les ministères sectoriels pour nous assurer que nos stratégies convergent pour pouvoir attirer les meilleurs investissements dans ces secteurs-là. Merci beaucoup. Merci de votre intervention qui a été effectivement assez intéressante. Surtout l'intérêt, votre instant pour dire que vous portez une attention égale, sinon plus importante pour les investisseurs nationaux que pour les investisseurs étrangers. Et donc, c'est assez important. Et vous avez donc un défi important d'améliorer de manière significative le climat d'investissement au niveau de la Mauritanie et de pouvoir s'assurer que les investissements continuent à être le moteur porteur de la croissance au niveau du pays. Donc, bonne chance et bon courage pour votre mission. Et donc, comme vous avez parlé des investissements étrangers, je crois que nous avons un exemple concret qui vient d'être réalisé au niveau du pays, le terminal à conteneurs réalisé par l'entreprise Meridiam. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir M. Bertrand Fournier-Mondieu, qui est directeur d'investissement de Meridiam, qui donc parlera de ce projet qui vient d'être réalisé. Donc, je voudrais lui donner la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être présent ici dans le cadre de ce panel. Je vais essayer d'être court et de dire quelques mots, évidemment, sur le projet qu'on vient de réaliser, mais également quelques mots. Je vais essayer de contribuer modestement à ce concept de décennie de l'espoir, parce que je crois qu'on a vu, j'ai vu ces quelques dernières années quelques petits exemples de ce que je pense être un vent d'espérance pour la Mauritanie et un meilleur cadre d'investissement en Mauritanie. Donc Meridiam, on est effectivement investisseur du nouveau terminal à conteneurs de Nouakchott qui vient d'être inauguré mardi. On a eu l'honneur d'accueillir son excellence le président Razouani pour l'inauguration du terminal à Nouakchott. Donc c'est un gros investissement, hein, un investissement de 320 millions de dollars,
Il faut savoir que donc Meridiam est actionnaire à 50%. C'est aujourd'hui, pour vous donner une idée de la confiance que Meridiam a dans la Mauritanie, c'est aujourd'hui le plus gros investissement de Meridiam en Afrique. On a à peu près aujourd'hui une dizaine d'actifs, un peu plus d'une dizaine d'actifs en Afrique, essentiellement Afrique subsaharienne. Et il se trouve que le terminal à Nouakchott est aujourd'hui l'investissement le plus important du fonds en Afrique subsaharienne. Voilà. Donc c'est une infrastructure majeure, je pense, qui vient. On avait l'envie d'investir dans ce projet parce que c'est un projet dont on est convaincu qu'il va avoir un impact considérable sur le développement économique du pays. Le port de Nouakchott s'avère être relativement congestionné. Il y a un certain nombre de difficultés aujourd'hui opérationnelles et on est ravi de pouvoir aujourd'hui livrer une infrastructure qui n'a pas à rougir, enfin qui est une infrastructure de première classe avec des équipements de première classe et qui va permettre de desservir donc les navires, de gros navires, au même titre que le font aujourd'hui les ports de la sous-région. Voilà. Donc ça c'est juste quelques mots pour introduire le projet. Il se trouve que Meridiam est également, parce qu'on a confiance dans la Mauritanie, on a en plus de ce projet, on commence à étudier un certain nombre d'autres projets dans le secteur des infrastructures, puisque c'est le cœur de notre métier. Des projets cette fois-ci pour la ville de Nouakchott, donc je vais pas les égrener, mais en tout cas on travaille sur un certain nombre d'études de faisabilité pour des projets essentiels, et notamment Monsieur le Président Bouamatou, le sujet des déchets est un sujet effectivement, je pense que ce que vous aviez dit était très pertinent et très juste, et c'est un sujet sur lequel on se penche pour voir la manière dont on peut aujourd'hui, il y a beaucoup de travail, améliorer les déchets, mais là encore la présence par exemple de la SMTD qui est une société qui est relativement récente, je trouve, et qui a réussi ces derniers temps à acquérir énormément d'équipements, je trouve, est une illustration très positive de ce qu'on est en train de voir apparaître en Mauritanie. Alors quelques éléments peut-être modestement sur ce que je peux, j'allais dire modestement, penser de la Mauritanie comme la destination pour un investisseur. Je pense que c'est un pays qui a énormément d'atouts sur le plan, ça a été évoqué largement, sa situation géographique, le foncier. Il faut dire que le foncier aujourd'hui, si vous voyez une ville comme Nouakchott, n'est pas un problème. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Développer une zone économique, c'est quelque chose qui est très facilement faisable. Développer, elle a énormément d'atouts en termes, un parc solaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facilement développable en Mauritanie, parce qu'il y a un foncier important, qu'il y a un capital solaire important. Donc l'accès à la mer, évidemment, on en a parlé. Je pense, moi, il y a une chose qui m'a marqué, qui me marque beaucoup en Mauritanie, qui est l'accès aux politiques, qui est l'accès à l'administration. Alors ça se fait, il y a un système D, mais je veux dire, aujourd'hui les ministères sont ouverts. Les ministères sont ouverts, il n'y a pas de crainte de l'investisseur privé comme on peut le voir dans certains pays. Aujourd'hui, on se sent accueilli, on se sent en capacité d'entrer dans une administration et de pouvoir échanger sur un certain nombre de sujets. Et l'accès à l'information, je trouve, est relativement bonne en Mauritanie. Le sujet évidemment délicat, c'est la formation. Je crois que vous l'avez dit. Ça a été c'est l'enjeu principal pour notre projet. On a lancé, et avec l'appui du ministère de l'Emploi, on a lancé une plateforme pour recruter les nouveaux grutiers, par exemple au terminal. On a à peu près 4000 candidatures qui ont été déposées sur cette plateforme, donc c'est quelque chose de colossal, mais des personnes qui ont les qualifications, elles sont relativement peu nombreuses, et donc il y a un effort considérable qui a été fait dans la formation pour pouvoir former un certain nombre de Mauritaniens, parce que notre objectif est d'avoir d'avoir un emploi à 95%, on va dire, mauritanien, et donc il y a un gros programme de formation qu'on a lancé pour pouvoir mettre à niveau et permettre à des Mauritaniens d'utiliser ces grues qui évidemment n'existaient pas encore aujourd'hui en Mauritanie. Donc voilà. Et donc l'effort de formation est un sujet évidemment essentiel, et je pense que la Mauritanie gagnerait vraiment je sais que c'est déjà la dynamique, mais voilà, gagnerait à mettre ça en place. Je voudrais saluer aussi tous les efforts de l'APIM, c'est un clin d'œil, mais honnêtement, je pense qu'il y a peut-être aussi un sujet qui est important. J'espère ne froisser personne en disant que potentiellement, vis-à-vis d'un investisseur étranger, je pense qu'il y a un déficit de notoriété de la Mauritanie. Il y a un déficit de connaissance. Et donc, un investisseur qui ne connaît pas
a peur. C'est tout. C'est pas plus. Et donc je pense que cette notoriété, il y a un travail qui est fait au niveau de la PIM qui est assez remarquable, je pense. Il faut continuer là-dessus parce que la notoriété, c'est pas en allant voir un investisseur en lui demandant s'il te plaît, viens investir. Ça, je pense qu'il y a rien de pire parce qu'en fait, ça crée vis-à-vis de l'investisseur ce sentiment de se dire ah bah si on vient me chercher, c'est qu'il y a pas grand monde qui est intéressé pour investir dans le pays. En revanche, il faut communiquer positivement sur ce qui se passe. Il faut communiquer positivement sur le fait qu'il y a une main d'œuvre qui a très envie de travailler. Que voilà, tous ces sujets-là. Et je pense que voilà, la PIM le fait et j'invite à prolonger les efforts qui sont faits dans ce sens-là. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que vraiment l'intérêt, ce n'est pas l'investissement étranger qui vient d'être réalisé au niveau du pays, c'est d'avoir diversifié l'investissement étranger au niveau national. Jusqu'à présent, les investissements étrangers étaient captés essentiellement par les hydrocarbures, les mines et un peu la pêche. Donc nous sommes maintenant dans un nouveau secteur, c'est extrêmement important à souligner. Et il faut espérer que cela ouvre maintenant la porte à d'autres investissements dans le secteur prioritaire au niveau du pays. Donc merci pour votre confiance pour la Mauritanie et bon courage pour vos efforts et vos projets à venir. Donc nous avons donc fait le tour des intervenants pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons une demi-heure avant la pause qui est programmée. Et donc s'il y a des questions de la part de l'auditoire, tant pour Monsieur le ministre de l'Élevage que pour les différentes interventions. Que pour Monsieur le ministre de l'Élevage, que pour les intervenants que vous avez entendus. Donc la parole... Est-ce que je peux poser une question à monsieur? Bien sûr. Alors, il n'y a pas un pays qui peut se développer sans le capital étranger, sans le savoir-faire étranger, sans le développement étranger. Ce que je voudrais demander, sincèrement de tout cœur, aux investisseurs étrangers, de respecter notre pays et de ne pas faire dans notre pays ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le leur. S'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils ne doivent pas les faire chez nous. S'il y a des pratiques qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils ne doivent pas les faire chez nous, ni en Afrique. Je prends un exemple très simple. Kinross, ce qu'il ne peut pas faire au Canada, il ne doit pas le faire chez nous. Elle ne doit pas le faire en Afrique. Elle doit respecter. C'est comme ça que la Mauritanie peut se développer dans des règles qui sont compétitives et qui sont respectueuses de l'environnement. J'ai entendu Madame Assata parler du code des investissements, tout ça. Le code des investissements, les paperasses, les formalités, les choses, il y a quelque chose de plus simple. Faites un régime commun, valable pour tout le monde. Tout le monde vient s'inscrire et expliquer que ce régime commun est valable pour une décennie ou 15 ans. Et tous les 5 ans, vous annoncez 5 ans à l'avance comment va être le régime commun. Le régime commun a développé beaucoup de pays. Ils n'ont pas besoin de code des investissements. Ils n'ont pas besoin. C'est lui qui va faire ça. Quel que soit-il, n'a pas besoin d'intervention. Il n'a pas besoin d'aller dans l'administration. Il n'a pas besoin d'aller faire des courbettes dans des tracasseries administratives. Faites le régime commun. C'est développé dans beaucoup de pays. Notre pays aujourd'hui, avec l'océan Atlantique que nous avons, nous pouvons être en Dubaï. Mais nous avons le droit de souhaiter que la Mauritanie soit notre Dubaï de l'Ouest. Nous pouvons le faire. Et on ne peut pas le faire sans qu'il y ait un régime commun valable pour tout le monde. Qu'il soit étranger, qu'il soit asiatique, qu'il soit blanc ou noir ou rouge, quelle que soit la langue qu'il parle. Mais c'est ce régime commun qui va amener les investisseurs et savoir-faire. La formation dont vous avez parlé, c'est tout à l'heure, tout ça. La formation en Mauritanie ne répond pas au marché du travail. Tout le monde le sait. Il n'y a que la SNIM qui forme ses employés, ses ouvriers. Les autres ne forment pas. Il faut une formation qui répond au marché du travail. La Mauritanie, aujourd'hui, n'a pas 1 kilomètre d'autoroute. La décennie
Ils n'ont pas fait 1 kilomètre d'autoroute. Écoutez, ça ne peut pas comme ça, ça ne peut pas rester comme ça. Il y a combien de points de déchargement au port de Nouakchott? Et il y en a combien à Dakar? Je vous pose la question à vous. Il y a combien de points de déchargement? Il y a combien de points d'eau au port de Nouakchott par rapport à Dakar? Je vous laisse répondre, vous allez voir. Il n'y a pas photo. On est très en retard. À l'auditoire, et je voudrais tout simplement demander que l'on puisse faire le meilleur usage possible du temps que nous avons imparti avant la pause, donc d'être assez bref et d'éviter de se répéter dans les questions qui seront posées. Abdou Diop, donc managing partner du cabinet Mazars, mais là je parle en tant que représentant du patronat marocain, puisque je dirige la commission, je suis président de la commission Afrique au niveau de la CGM, et vraiment très heureux d'assister à cette séance et aussi ravi de revoir le président Boamatou. Vous nous manquez beaucoup au Maroc, président. Donc on est vraiment ravis d'entendre tout ce qui a été dit, et je me rappelle 2019, on était venu à un forum justement sur l'investissement avec une forte délégation du patronat marocain, et l'un des points essentiels qu'on avait posé, c'était justement la création de l'agence de promotion des investissements, et donc on est heureux que cette agence ait été créée. Donc moi j'avais juste 2 points. D'abord une proposition. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes très volontaires pour venir nombreux investir au Maroc. Mais comme le disait Monsieur de Méridiane, il y a une question de meilleure connaissance et d'appréciation de tout cet environnement qui se met en place. Donc je vous proposerai, dès que, en tout cas, les frontières seront plus ouvertes, de pouvoir venir au Maroc à la CGM, organiser avec tous les investisseurs qui ont un intérêt pour le Maroc, une session Invest in Mauritania, parce que je pense que c'est important qu'on puisse partager cela avec, surtout en ayant identifié tous les secteurs productifs qui sont prioritaires pour vous. Également, ce sera l'occasion de venir faire une visite à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, parce qu'on vient en partenariat avec le patronat et cette agence de faire un important programme qui est la base de projet, qui a permis en une année d'avoir plus de 700 projets d'investissement avec plus de 4 milliards de dollars de substitution aux importations et un potentiel d'exportation de 5 milliards de dollars. Donc je pense que c'est un programme extrêmement intéressant qui pourrait être inspirant pour l'agence, parce que c'est important pour vous aujourd'hui d'avoir des quick wins qui permettent de crédibiliser l'agence. Et ensuite, le deuxième pan de mon intervention, ce sera des interrogations importantes par rapport au contexte mauritanien. Quelle est la dynamique? Vous avez parlé de tout l'environnement des affaires qui est évolutif et de la gouvernance, etc. Mais aujourd'hui, en termes de zone économique spéciale aménagée, quels sont les projets qui sont en cours, parce que c'est un élément important, et également toute la partie zone logistique et notamment toutes les infrastructures qui permettent de connecter les zones de production aux zones portuaires et aux différents marchés. Donc ça, je pense que c'est important qu'on puisse savoir quels sont les grands projets, parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir investir surtout dans le cadre productif, dans les industries productives. Voilà. Salam alaikum, bonjour. Je m'appelle Cheikh Saïd, moi je suis directeur général de la iLink, c'est une société d'investissement basée à Dubaï. Je suis le directeur général de la multinationale américaine Johnson & Johnson au Moyen-Orient et en Afrique, en Turquie. Je suis à Nouakchott et je suis venu voir. J'ai une question à président Boamatou. Votre expérience et votre amour pour le pays. On sait qu'un pays ne peut pas se développer sans les hommes d'affaires. On prend l'exemple de la Turquie, par exemple, ou le Brésil, où le gouvernement a choisi quelques hommes d'affaires pour chaque secteur de l'économie. Et ces hommes d'affaires ont développé les pays avec l'appui du gouvernement. C'est un modèle qui a marché dans beaucoup de pays. Mais aujourd'hui en Mauritanie, moi j'ai vécu depuis 30 ans en dehors de la Mauritanie, mais je pense que les hommes d'affaires en Mauritanie ne sont pas, ils sont un problème, parce que pour le dilatement par exemple des deniers publics, c'est eux qui font ça avec les bureaucrates du gouvernement. Avec votre expérience, comment on peut arriver
à faire, une élite d'hommes d'affaires qui peuvent développer les pays et arrêter ce saignage des deniers publics. Je me présente une seconde fois, c'est Madame Saouli Mata. Je suis ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports et je suis à la tête d'une institution dénommée les Objectifs de développement durable en Mauritanie, en PPP. Et je m'aligne également à la conférence de Rio+20 qui demande de concilier le progrès économique et la protection de l'environnement. Honorable invité, Excellence Monsieur le ministre, Monsieur le Président directeur général du groupe Ouambatou, Monsieur le directeur général de la fondation de Meridia, excusez-moi, je suis très honoré aujourd'hui de participer à cet événement d'envergure, surtout parlant des investissements. Et je me réjouis également à la remarque pertinente posée par le président Bouamatou. C'est extrêmement important parce que j'attire l'attention des investisseurs internationaux du fait que la Mauritanie est un pays écologiquement riche, qui a des écosystèmes extrêmement fragiles. Tout à l'heure, vous avez parlé d'études de faisabilité, mais j'ai pas entendu parler des études d'impact écologique et environnementaux sur les investissements lourds sur l'environnement mauritanien marin. D'autant plus que notre économie est basée principalement sur la pêche et le pétrole dans nos perspectives, les industries extractives. Bref, je disais que tout à l'heure, ces derniers temps, il y a un groupe de scientifiques qui est venu à Nouadhibou. Ils ont remarqué une espèce envahissante qui a un impact négatif sur la biodiversité marine de fond marin mauritanien. Et cette espèce n'est pas mauritanienne, c'est d'origine de l'océan Pacifique. Vous avez parlé de la construction du port. Parce qu'en général, les ports sont porteurs de phytoplancton de corps étrangers. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez fait une étude d'impact dans ce sens? Parce que déjà, au niveau de la zone franche de Nouadhibou, selon son plan directeur opérationnel de la loi 2013, ils avaient mis en place 5 projets potentiels, à savoir la construction d'un port en eau profonde. C'est connu à travers les eaux balasses, les eaux profondes amènent des corps étrangers qui va créer une résistance et envahir nos espèces sous-marines. C'est dans ce sens que je pose ma question. Est-ce que vous avez prévu un plan d'études d'impact écologiques et environnementaux pour ne pas bouleverser notre potentiel halieutique? Je vous remercie. Bien, merci. Moi, je m'appelle Tchepelay Kabata. Je suis conseiller technique au directeur général de la BADEA. Moi, j'ai une question par rapport au risque perçu sur le continent et le risque réel. On a tendance à s'apaisantir davantage sur le risque perçu, ce qui décourage beaucoup d'investisseurs. Vous qui en avez l'expérience ici, je parle du groupe Méridien, quelle est votre expérience entre le risque perçu ici en Mauritanie et le risque réel auquel vous faites face? Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour distingués panélistes, Monsieur le Ministre. Moi je voudrais juste faire un commentaire, c'est surtout par rapport à la notoriété et à l'attractivité des investissements. Vous savez que depuis la période de la pandémie et après la pandémie, on fait face à une compétition extrêmement vigoureuse au niveau des ressources, y compris les ressources d'investissement. Aujourd'hui, pour attirer les investisseurs, il me semble qu'il y a 2 éléments. L'un, c'est la réputation de comment les investisseurs locaux sont traités à l'intérieur du pays, Aïssata l'a soulevé, mais également comment les investisseurs locaux supportent la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements, mais également qu'est-ce qui fait la différence entre un pays A et B par rapport à l'attrait des investissements pour qu'un investisseur choisisse d'aller vers l'un et non pas vers l'autre des pays. C'est pour ça qu'au-delà de toutes les mesures administratives, législatives qui sont mises en place pour encourager l'investissement, je pense qu'il y a un effort additionnel qui est celui vraiment de polir la réputation du pays à tous les niveaux possibles. Merci. Merci beaucoup de toutes ces interventions. Donc nous allons donner la parole aux intervenants pour pouvoir répondre à ce qui a été soulevé. Donc je crois que les questions ont été posées essentiellement au président Mohamed, à Madame Assad Salam,
au Méridien et le ministre bien sûr interviendra s'il a des commentaires à faire pour répondre. Je vous remercie. Moi, je pense que certaines questions qui ont été posées ici sont pertinentes. Je crois que l'ensemble des défis qui ont été énumérés ici sont réels, mais je pense aussi, comme on l'a dit au début, qu'on peut arriver à les relever ou à en relever certains, que ça soit ce qui se rapporte à l'investissement étranger ou national. Et je crois aussi que l'atmosphère aujourd'hui est une atmosphère qui, sur le plan national, qui peut aider à améliorer la situation. Et je pense aussi que la Mauritanie a beaucoup de potentiel, comme les intervenants l'ont souligné, et qu'il y a un effort peut-être à faire sur le plan de la communication et de faire connaître davantage les opportunités qui existent chez nous. Et je crois que les questions se rapportant à l'accès aux finances et au crédit et la formation professionnelle sont des questions aujourd'hui qui sont prises en compte en Mauritanie, et que les partis concernés y travaillent, et je pense qu'on pourra y faire quelque chose de nouveau dans le cadre des programmes qui sont faits par le gouvernement actuellement. Je vous remercie. Je vais vous donner un exemple plus pertinent. Parce que peut-être parce que vous êtes plus jeune. Les Coréens ont fait les Shebel. Ce sont les Shebel qui ont développé la Corée. Les Japonais ont fait la même chose. Les Coréens ont fait Daewoo, ont fait Samsung, ont fait tous les grands groupes coréens. Un président, c'était un dictateur, mais honnête. Il y a des dictateurs qui sont éclairés et qui sont honnêtes. Il n'a pas utilisé le pouvoir comme raccourci d'enrichissement, ce qui n'est pas valable pour certains autres. Et il a développé la Corée avec ça, alors que la Corée était plus pauvre que la Mauritanie et le Sénégal en 1960. C'est leur père fondateur qui a développé les Shebel. Les Japonais ont fait la même chose. Ils ont fait Sumitomo, Toyota, Nissan, Mitsubishi, les grands groupes, et ils ont permis de développer beaucoup et ils ont été soutenus par le pouvoir, et ils ont été soutenus par le système bancaire avec une grande force et un grand appui, et ils ont eu un patriotisme économique. Mais ça, c'est une ère, c'est une époque. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous enfermer comme eux ils l'ont fait, ou comme les Japonais l'ont fait à un certain moment. Et les Japonais ont développé leur économie, ils ont copié toute la technologie. À une époque, on disait, ah, ça c'est japonais. C'est pas bon. Parce qu'ils ont copié, mais aujourd'hui, après quelques années, ils sont arrivés à faire des produits de haute qualité. Et c'était un patriotisme économique. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'a pas besoin de fermer, on n'a pas besoin de faire ce qui a été fait. Faisons un environnement qui rassure les investisseurs et qui les traite sur les mêmes pieds d'égalité. Il ne faut pas que les pouvoirs politiques soient des concurrents aux entrepreneurs. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. Dans certains pays africains, je vous ai donné l'exemple de Kabila, du Congo, il y a beaucoup de pays africains où le pouvoir est utilisé comme raccourci d'enrichissement. Tant que le pouvoir est utilisé pour raccourci d'enrichissement, l'Afrique n'avancera pas comme il faut. Elle restera même une illusion. Ou on fait la politique, ou on fait les affaires. On ne fait pas les deux. C'est tout. Oui.
C'est une belle réussite. Et on a fait exactement ce que tu es en train de dire. On a fait le secteur par secteur. Ils ont fait désigner des gens crédibles et des hommes d'affaires. Et l'île Maurice aujourd'hui, elle est en développement. En Mauritanie, nous sommes un petit pays. Des hommes comme vous qui ont une influence politique. 4 millions d'habitants. Oui, mais le problème, c'est que si on n'a pas il n'y a aucun État qui a développé un pays. Ça n'existe pas. Regarde la Russie. La Chine a réussi parce qu'elle a créé la privatisation, elle a créé des hommes d'affaires. Mais l'État ne développe, les États, les gouvernements ne développent jamais les pays. C'est les hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires, il faut qu'on crée une élite d'hommes d'affaires. Pas des bureaucrates, une élite d'hommes d'affaires dans chaque secteur de l'économie. Et ça réussit dans l'île de Rwanda, c'est la même chose. Il a fait la même chose au Rwanda. Il a copié le Chili. Il a créé des secteurs avec des hommes d'affaires et ça marche. Mais il faut qu'on ait la volonté. Mais si on a les hommes d'affaires qui dilapent les deniers publics avec les bureaucrates, ça ne va jamais réussir. Même quel que soit ce que tu as. Ça ne va pas marcher. J'aurais dit des bureaucrates qui dilapident le pays avec des faux hommes d'affaires. Ah, c'est ça. Merci. L'expression est différente. Mais en réalité, quelle que soit la définition, on est dans le même problème. Sans polémique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas développer un pays en le fermant aux investisseurs étrangers. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est archaïque. Oui. C'est terminé. C'est fini. Le monde est mondialisé. Moi, je suis un ancien cadre de la SNIM. Regardez la SNIM aujourd'hui. On ne fait pas des pellets de fer. Pourquoi? Vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau. Mais on peut l'avoir. Vous ne l'avez pas cherché, vous ne l'avez pas fait. On n'a pas fait une politique d'électricité. Voilà. Parce que vous êtes archaïque à la SNIM. Tu sais, moi j'ai amené, Monsieur le Président, moi j'ai amené le groupe sud-africain ici. Pourquoi on ne privatise pas la production d'électricité? Les prix vont tomber. Alors, il y a quelqu'un, j'ai répondu à votre question. Oui, j'ai répondu à votre question, monsieur. Oui. Dubaï est un simple concept. C'est un chamelier qui l'a fait. C'est un chamelier qui l'a fait. C'est un simple concept. Et il est ignorant. En facilité, il a facilité les choses et il a fait le régime commun que j'ai proposé à Aïchata. Exactement. Faites un régime commun que tout le monde et que les hommes d'affaires ne soient pas obligés de faire des courbettes pour l'administration pour qu'ils puissent faire telle ou telle affaire. Tant qu'on est obligé de passer par un obstacle dans l'administration, on ne développe pas un pays. Les hommes d'affaires ne peuvent pas les développer. Et les hommes d'affaires, il faut leur donner l'égalité des chances entre eux. Il faut donner l'égalité des chances. Mais il ne faut pas que l'État soit concurrent aux hommes d'affaires. S'il est concurrent, il ne réussit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les 10 ans, il fait une restructuration. Il demande une dette. Il demande l'effacement d'une dette. Et il liquide 10 sociétés en faillite. C'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Il y a quelqu'un qui a soulevé le problème de l'Afrique qui a posé la question. Il a posé au monsieur de Méridien. Il lui répondra certainement. Mais je peux vous dire une chose. L'Afrique, tant que le pouvoir est un raccourci pour l'enrichissement, l'Afrique restera une illusion. Vous ne pouvez rien faire à ça. Tant que les hommes politiques utilisent la fonction et ils cherchent la fonction pour s'enrichir, tant que des hommes politiques prennent des garnisons militaires pour piller, par exemple, le Congo, je pourrais prendre d'autres exemples, dans d'autres pays, chacun a un M23, il exporte du minerai rare, il exporte des choses parce qu'il a une garnison militaire de 1000 personnes. Ça, malheureusement, c'est ce qu'il a en Afrique. Il faut que ça change. Et ça, c'est nous qui pouvons les changer. J'ai vu beaucoup de ONG, d'hommes politiques, de jeunes demandant à l'Occident de nous aider, de nous libérer de Kabila. J'utilise toujours Kabila parce que c'est plus facile et tout le monde le connaît. Je pouvais dire d'autres. Mais les Européens, les Occidentaux, se sont libérés de leurs dictateurs. Ils n'ont pas à se sacrifier pour nous libérer de nos dictateurs en Afrique ou de gens ou des corrompus en Afrique. Non. Les chefs d'État corrompus en Afrique, ils ne déposent plus l'argent en Europe parce que les Européens les poursuivent. Ça, c'est déjà très bien. Mais ils l'amènent dans d'autres pays arabes, des pays asiatiques. Et en Chine, ils les amènent ailleurs.
les Occidentaux, ce sont les premiers aujourd'hui à ne pas accepter qu'ils soient déposés chez eux, ceux qui étaient payés en Afrique. C'est déjà une bonne chose. Mais on ne doit pas compter sur eux pour nous libérer. C'est nous qui devons nous changer. C'est nous qui devons nous libérer. C'est nous, les hommes d'affaires, monsieur, qui devons faire nos affaires sans être obligés de faire intervenir un cousin, ou un parent, ou un ministre, ou quelqu'un de la région, ou un truc comme ça. Nous devons nous auto-éduquer. Je vous remercie. Bon, j'ai noté quelques points. Vous avez parlé du Maroc et de l'AMDI, du partage d'expérience. Donc, c'est en débutant la PIM, c'est vraiment une des premières choses qu'on a faites. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le Maroc qui l'AMDI a été la première agence qui nous a contactés officiellement pour proposer un appui, un accompagnement et un partage d'expérience. Donc, on a eu quelques sessions par Zoom. Malheureusement, bon, les conditions sanitaires n'ont pas encore permis qu'on puisse y rendre, mais on travaille vraiment en très bonne intelligence avec eux et l'ambassadeur aussi du Maroc en Mauritanie. Donc, c'est prévu et on ne manquera pas de passer au patronat. Vous avez parlé également des zones économiques spéciales. Dans le mandat de la PIM, c'est justement une de nos prérogatives de proposer des zones économiques spéciales. Il y en a une qui est en discussion en ce moment, justement suite à la finalisation du terminal au port. Donc voilà, c'était juste pour mentionner ce point. Et vous avez parfaitement raison, ça fait partie justement de ces pôles-là de croissance dont on a besoin et on en a vraiment besoin ici et ça fait partie de nos prérogatives, on n'y manquera pas. Je tiens juste à préciser, malheureusement, nos collègues du PPP ne sont pas là, mais on a un digne représentant du ministère de l'économie que je tiens à saluer, mon cher ami et frère Mohamed Salem Nani. Donc au sein du département des affaires économiques, il y a une direction générale des PPP, donc avec laquelle on travaille, qui a un portefeuille de projets structurants dans les infrastructures. Justement, en début d'année, Inch'Allah, on va commencer des roadshows pour pouvoir les présenter. C'est vraiment des projets très importants. Et d'ailleurs, le terminal est notre premier PPP. On est très, très fiers de ça. Donc, je tiens vraiment à remercier Meridiam parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Je voulais juste faire une petite parenthèse que Di m'a fait remarquer. Merci d'avoir soulevé ce point. On entend souvent hommes d'affaires, hommes d'affaires, hommes d'affaires, mais il y a aussi des femmes d'affaires, il y a aussi des femmes investisseurs. Et je tiens aussi à saluer la présence dans la salle de Madame Leila Bouamatou, qui fait partie de cette décennie de l'espoir. Donc c'était juste une petite parenthèse qui a été mentionnée par Di. C'est vrai qu'on oublie souvent de parler aussi de cette génération de femmes leaders et de femmes d'affaires qui font bouger les choses et voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bertrand pour... Oui, je dis juste un mot quand même pour répondre à madame, parce que c'est un sujet qui est très important. D'abord, merci pour la promotion. Je ne suis pas directeur général, mais directeur d'investissement. Donc, je préfère le préciser pour éviter tout malentendu. Non, blague à part, ce que vous dites est essentiel. Ce que vous dites est essentiel et l'est de plus en plus. Donc Meridiam est un investisseur qui tient, dont l'impact environnemental est un sujet qui est un sujet essentiel. Donc sur le terminal à conteneurs, oui, on a fait une étude d'impact environnemental et social qui d'ailleurs a pris, je crois, un peu plus de 6 mois. Hein, donc il y a eu un gros travail qui a été fait. Vous avez une étude de 1000 pages à laquelle a été associé le ministère de l'Environnement. Donc là, ma réponse est positive. Après, si vous voulez plus d'informations, je serais ravi de pouvoir partager avec vous les impacts qui ont pu être listés. Il y a un plan d'action qui a été mis en place, on s'assure que la société sur place et toute l'équipe est bien au courant de ce plan d'action et respecte ce plan d'action. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est un sujet qui est de plus en plus important, qui prend énormément de temps. Il faut aussi que l'administration le comprenne, parce que si on veut faire vite, on peut faire vite avec des investisseurs qui ont un niveau d'exigence moins important, et donc il faut aussi prendre ça en compte. L'impact environnemental, c'est quelque chose qui doit de plus en plus effectivement être intégré par les administrations et les investisseurs. Alors moi je tenais à parler d'une notion qui est extrêmement importante, surtout que je suis président de la commission contenu local au patronat. C'est cette notion de contenu local.
Actuellement, il y a une étude qui est en cours d'élaboration, qui va aboutir, on l'espère, à l'élaboration d'une loi sur la promotion du contenu local. Aujourd'hui, si on regarde nos deux voisins, le Sénégal et le Maroc, ils l'ont déjà fait. Et on ne pourra pas développer notre pays tant qu'on n'a pas une stratégie de développement du contenu local qui ne voudra en aucun cas dire qu'on ne souhaite pas la bienvenue aux étrangers, naturellement. Mais elle est basée sur un principe très simple. En droit, on appelle ça le principe de subsidiarité. Ce qu'on peut faire nous-mêmes, on doit le faire nous-mêmes. Et ce qu'on ne peut pas faire, on invite les investisseurs étrangers à le faire. Aujourd'hui, il faut que nos entreprises, encadrées par l'État et par le gouvernement, on puisse opérer une mise à niveau et aboutir à une loi qui pourra tout simplement permettre à ce que ce qui peut être fait par les investisseurs, plutôt les entreprises nationales, soit réservé aux entreprises nationales. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, les compagnies minières qui sont dans l'Incheri importent de la viande de mouton. Je sais que son Excellence a été nommé récemment au ministère de l'Élevage et on lui fait parfaitement confiance. Moi, en tant que citoyen mauritanien, j'ai du mal à comprendre que Tazias TMCM importe la viande de mouton dans un pays, je parle sous votre contrôle, Excellence, où il y a près de 10 millions de moutons et de caprins en tout cas. Et donc aujourd'hui, selon les informations qu'on a, c'est pour des raisons administratives. Hein. Les compagnies minières disent que nos moutons ne sont pas vaccinés. Ce qui est paradoxal, c'est que quand les chefs d'État occidentaux viennent en Mauritanie, ils mangent le méchoui sans aucun problème. Donc aujourd'hui, bon, je prends la viande rouge comme un exemple, mais il y a d'autres. Aujourd'hui, on a un tissu de petite industrie, notamment dans le domaine du lait, des produits laitiers et d'autres produits. Il faut que ces petites industries, que ces sociétés qui font du service puissent être, disons, encouragées par la réglementation afin qu'elles soient prioritaires, à condition qu'elles soient conformes aux exigences techniques, naturellement, qu'elles soient compétitives, mais sous cette double condition, il faut qu'elles soient prioritaires au niveau des mines et au niveau des investissements en général. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais commencer par la question du vice-président du patronat. C'est vrai, certains étrangers en Mauritanie importent des produits comme la viande et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait de sorte que notre viande puisse être exportée. On n'a pas de centre de quarantaine pour y mettre les animaux qui iront à l'abattage. On n'a pas d'abattoir moderne. On n'a même pas de boucherie propre dans nos villes. La situation de la production de viande aujourd'hui est à ce niveau du point de vue des infrastructures. On n'a jamais fait les conditions sanitaires qui permettent d'exporter la viande. Donc, si les étrangers achètent la viande à Las Palmas ou ailleurs, c'est compréhensible. Malgré que le prix d'un mouton à Las Palmas est beaucoup plus cher qu'en Mauritanie. On est en train, au niveau du gouvernement, de faire des préalables pour que ça puisse se faire en Mauritanie. J'espère qu'on arrivera à le faire. Pour ce qui est de l'idée générale du rôle des hommes d'affaires et du secteur privé, je crois que nous sommes tous d'accord que la croissance et le développement économique ne se fera que par le secteur privé et que l'emploi et la lutte contre le chômage chez nous ne se fera aussi que par le développement du secteur privé. Mais l'État est un tout. C'est vrai, il y a les hommes d'affaires, il y a le privé dont le rôle est principal, mais aussi l'administration, le Parlement, toutes les composantes de l'État ont un rôle. Par exemple, c'est seul l'État qui peut garantir la justice entre les différents intervenants, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Donc je crois que c'est vrai, on peut se plaindre de certaines pratiques administratives. Ça existe partout dans le monde. Et c'est le degré de ces pratiques diffère d'un pays à un autre. Mais aussi,
on ne peut jamais avoir une économie ou une organisation quelconque, sociale ou économique, qui est faite seulement par une partie de l'État. Les hommes d'affaires sont une partie de l'État, c'est une composante importante. Mais il y a d'autres composantes aussi qui interviennent dans le développement économique du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, avec cette intervention, nous allons donc clore notre session d'aujourd'hui, ce panel, qui je crois a été riche tant en présentation par les différents intervenants qu'en échange avec l'auditoire. Je crois que les conditions d'investissement en Mauritanie ont été largement abordées et balisées. Le pays dispose d'atouts indéniables en termes de ressources naturelles, en termes de capacité stratégique, en termes de position stratégique par rapport aux continents européens, africains et américains. Et donc, il y a un ensemble d'actions qu'il faudrait mettre en œuvre par les pouvoirs publics en coopération avec les opérateurs privés pour faire de ces atouts des réalités qui vont donc agir et façonner le devenir du pays, le devenir économique et social du pays pour les années à venir. Je crois que, comme ça a été souligné, le climat politique, la sérénité, la tranquillité que nous vivons actuellement est un atout qu'il faudrait pouvoir valoriser et qu'il faudrait mettre à l'œuvre pour pouvoir, disons, développer les différentes opportunités d'investissement que nous avons dans notre pays. Comme cela a été dit, il est important d'accorder une attention importante et significative aux entreprises nationales, tant en termes d'opportunités qu'en termes de gestion, parce que le tissu entrepreneur national est le meilleur indicateur pour tous les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Et les étrangers, généralement, regardent comment évoluent les entreprises nationales pour pouvoir prendre une décision d'investissement par rapport au niveau du pays. Merci pour les investisseurs étrangers représentés par Meridiam. Et je crois que nous avons donc à ce niveau des opportunités réelles qu'il faudrait pouvoir valoriser, assurer le bien qu'il faut au niveau de la PIM, qui assure un travail de qualité. Et merci pour ce qu'elle fait. Et bon courage donc pour l'avenir. Je vous remercie de votre assistance et de votre contribution. On vous remercie. On vous invite pour une photo.